Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il était 7h30, comme tous les matins. Une lueur timide filtrait à travers les lourds rideaux en lin blanc du vaste manoir des Delcourt, dessinant des motifs flous sur le parquet de chêne ancien. Ce manoir, perdu au cœur d'un domaine immense bordé de haies taillées avec rigueur militaire, respirait la richesse et le froid. Les plafonds semblaient écraser les visiteurs, les moulures dorées murmuraient des secrets oubliés, et les tableaux au visage figé rappelaient que dans cette maison, tout était sous contrôle mort, mais sous contrôle. Dans la chambre principale, à l'étage, une silhouette élancée et droite se tenait devant un miroir orné de motifs florentins. Victor Delcourt, 60 ans, milliardaire respecté dans les hautes sphères de la finance européenne, boutonnait sa chemise blanche avec la rigueur d'un chirurgien. Chaque geste était calculé, sans émotion, presque clinique. Il se regardait sans vraiment se voir. Son visage, buriné par les années et l'ambition, ne trahissait aucune faille. Ses yeux, d'un gris métallique, avaient appris à ne jamais vaciller. Depuis plus de 40 ans, Victor Delcourt dictait sa loi dans le monde des affaires. Il inspirait le respect, mais surtout la peur. Sa voix, calme mais tranchante, pouvait anéantir une carrière en quelques mots. Les journaux parlaient de lui comme d'un « capitaine d'industrie », mais entre les lignes, on lisait « prédateur ». Dans la cuisine, Maria, la gouvernante, s'affairait en silence. Petite femme aux cheveux tirés en chignon, son tablier impeccablement blanc dissimulait les années de fatigue gravées dans ses épaules. Cela faisait 8 ans qu'elle travaillait pour Victor. 8 années à se fondre dans les murs, à anticiper le moindre de ses gestes, à n'exister que dans l'ombre. Elle connaissait tout de ses habitudes, 2 gouttes de lait dans le café du dimanche, aucune le reste de la semaine. Les journaux classés par ordre alphabétique sur la table basse. Les cravates selon l'humeur du jour. Elle aurait pu écrire un manuel sur lui. Et pourtant, il ne connaissait rien d'elle. Pas même son nom de famille. Mais ce matin-là, quelque chose clochait. Maria avait mal dormi. La nuit avait été peuplée de cauchemars. Des images violentes et floues, des silhouettes hurlantes, une voiture dérapant dans l'obscurité, du sang sur le bitume. Et surtout, ce cri. Aigu, profond, inhumain. Le genre de cri qui résonne au plus profond du ventre, qui vous réveille en sueur sans même savoir pourquoi. Elle connaissait cette sensation, ce pressentiment. Elle l'avait ressenti 30 ans plus tôt, le jour où sa fille, Angela, avait été fauchée par une voiture en sortant de l'école. Une douleur ancienne, mais jamais guérie. Une cicatrice qui se rouvre quand le destin s'approche, silencieux, prêt à frapper. Alors ce matin, alors qu'elle versait le café noir dans la tasse en porcelaine fine, ses mains tremblaient. Lorsque les pas lourds de Victor résonnèrent dans le marbre du hall, elle déposa le plateau sur le buffet, mais au lieu de reculer comme à son habitude, elle resta là. Droite. Immobile. Figée par une peur ancienne et familière. Victor s'approcha, vêtu d'un manteau sombre, prêt à attraper sa tasse et filer vers la voiture qui l'attendait dans l'allée. Mais il s'arrêta net. « Maria, qu'est-ce que vous faites? Vous bloquez le passage. » Sa voix était agacée, comme celle d'un homme qu'on dérange dans la mécanique parfaite de sa matinée. Elle releva les yeux. C'était la première fois qu'elle osait le regarder ainsi, droit dans les yeux. Il y lut quelque chose qu'il n'avait jamais vu chez elle, de la détermination, oui, mais surtout de l'angoisse. « Monsieur, je vous en supplie. N'allez pas en ville aujourd'hui. » Il plissa les yeux, surpris par le ton presque implorant. « Excusez-moi? Restez ici. Juste aujourd'hui. Je vous en prie. » Il la fixa. D'abord avec étonnement, puis avec un mépris glacé. « Depuis quand les domestiques donnent-ils des ordres? Maria? J'ai une réunion capitale. Montant vaut plus que votre salaire annuel. Écartez-vous. » Mais elle ne bougea pas. Elle tremblait, oui, mais ne cédait pas. Ses lèvres tremblaient d'une vérité qu'elle ne savait pas comment exprimer. « Ce n'est pas pour moi. C'est pour vous. Ce que vous allez découvrir là-bas pourrait tout détruire. » Un silence de plomb s'installa. L'horloge dans l'entrée égrena 1 seconde, 2, 3. Le regard de Victor se durcit. Il la contourna brusquement, agrippa ses clés, et lâcha froidement, sans même se retourner. « Vous êtes chanceuse d'être si discrète d'habitude. Ne recommencez pas. »
La grille du manoir s'ouvrit automatiquement dans un grondement métallique. La Bentley noire, luisante et imposante comme une bête d'acier, s'élança dans l'allée bordée de cyprès taillés au cordeau. Le ciel était voilé, l'air saturé d'une étrange électricité. Quelque chose flottait, insaisissable, dans l'atmosphère. Mais à une centaine de mètres, une silhouette fendait l'air du matin. Un garçon, frêle, essoufflé, courait à perdre haleine. Il tenait quelque chose dans ses mains, un vieux carnet de cuir, usé sur les bords, tremblant au rythme de ses pas. Il n'avait que 12 ans. Il s'appelait Enzo. Il courait pour sa grand-mère. Pour une vérité trop longtemps enterrée. Voyant la voiture approcher, il se planta au beau milieu de l'allée, le souffle court, le visage marqué par l'effort. Le chauffeur, surpris, freina brusquement. La Bentley dérapa légèrement sur les graviers humides avant de s'immobiliser dans un crissement sourd. La portiere claqua violement. Victor sortit, furieux, le regard noir, l'élégance froissée par la tension. Tu es completament fou, gamin. Tu veux finir sous les roues? Enzo, tremblant, leva les yeux. Ses joues étaient rouges, ses lèvres tremblaient, mais il resta droit. Il tendit le carnet, comme on tend un talisman. Monsieur, ma grand-mère, elle m'a dit de vous donner ça. Elle m'a dit que vous deviez le lire. Aujourd'hui. Sinon il serait trop tard. Victor le dévisagea, prêt à le renvoyer d'un geste agacé. Mais ses yeux s'arrêtèrent sur ceux de l'enfant. Il y avait, dans ce regard, quelque chose d'inexplicablement familier. Une ombre connue. Un écho du passé. Il arracha presque le carnet des mains d'Enzo, grogna, fit demi-tour et remonta dans la voiture sans un mot. La portière claqua à nouveau. Le moteur ronronna, mais il ne donna pas tout de suite l'ordre de partir. Il ouvrit le carnet. L'odeur du cuir ancien se mêla à celle de l'encre fanée. Et là, sur la première page, une écriture fine, délicate, féminine, l'arrêta net. C'était l'écriture de sa mère. Aujourd'hui, j'ai pris une décision que personne ne doit savoir. J'ai recueilli une jeune fille enceinte. Elle s'appelle Maria. Mon mari ne doit jamais apprendre que l'enfant qu'elle porte est le sien. Victor sentit une pression glaciale l'envelopper, comme si l'air autour de lui s'était raréfié. Il relut les lignes. Une fois, 2 fois, 3. Ses mains tremblaient. Son cœur, habituellement implacable, battait violemment contre sa poitrine. Il tourna les pages, fébrile. Tout y était. Les dates recoupaient des souvenirs enfouis. Les lieux correspondaient à ceux de ses étés d'enfance, à la campagne. Des photos, collées entre les pages, montraient une jeune femme souriante, Maria. Plus jeune, les yeux brillants d'une lumière que la vie avait éteinte depuis longtemps. Et puis, un bébé, dans ses bras. Un nourrisson au regard sombre, au visage familier. Victor comprenait sans vouloir comprendre. Gabrielle Delcourt, sa mère adorée, douce et discrète, avait caché une vérité immense, un secret que même la mort n'avait pas emporté. Elle avait protégé Maria du regard glacial de son époux, Paul Delcourt, le patriarche autoritaire, intransigeant, maître absolu de l'empire familial. Paul, cet homme qui écrasait les vies comme on écrase des fourmis sous ses bottes cirées. Maria n'avait pas été une simple domestique. Elle avait été sa victime, sa proie. Sa maîtresse forcée. Et l'enfant qu'elle avait mis au monde, dans une maison cachée à la campagne, cet enfant confié à une autre famille, sous un autre nom pour le protéger. C'était lui. Victor. Un cri silencieux déchira son esprit. Tout bascula. Son monde, son nom, ses fondations, tout s'effondra en un instant. Maria n'était pas sa bonne. Maria était sa mère. Victor ne se rendit pas à sa réunion. Il ne prit même pas la peine de prévenir son équipe, ni d'annuler l'agenda millimétré qui régissait habituellement ses journées. Il fit simplement demi-tour, comme on revient sur les lieux d'un crime. Ou d'une naissance. Quand il entra à nouveau dans le manoir, l'air y semblait différent. Moins froid. Moins lourd. Comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Maria était toujours là, debout au milieu du grand hall. Droite. Digne. Immobile. Ses mains croisées devant elle trahissaient une nervosité contenue, mais son regard restait calme. Résolu. Elle l'attendait. Victor se avanca lentement.
Il posa le carnet de cuir avec une infinie précaution sur la console en acajou, comme on déposerait une relique sacrée. Ses yeux cherchaient les siens. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Sa voix était rauque, brisée. Plus un reproche. Une supplique. Maria baissa les yeux, comme si elle savait que cette question finirait par venir. Comme si elle l'avait redouté toute sa vie. Parce que je vous ai vu devenir l'homme que votre père voulait que vous soyez, dit-elle doucement. Froid. Impitoyable. Solitaire. Je n'ai jamais su si, en sachant qui j'étais, vous auriez pu m'aimer. Ou seulement, me regarder autrement. Victor s'étendit. Ses mâchoires se crispèrent, son souffle se coupa. Tu aurais dû me dire. Et vous m'auriez cru? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Ou m'auriez-vous jeté dehors, comme il l'a fait avec moi? Vous étiez son fils. Son reflet. Son héritier. J'étais invisible à vos yeux. Juste la bonne, silencieuse, docile, toujours à sa place. C'était plus simple ainsi. Un silence terrible tomba sur le hall. Un silence qui semblait dévorer les colonnes, les tableaux, les dorures. Victor baissa la tête. Il n'avait plus d'armure. Plus de certitude. Toute sa vie, il avait cru être le produit d'une lignée triomphante, l'héritier d'un empire bâti sur l'honneur, le travail et la force. Mais tout cela n'était qu'une façade, un mensonge bâti sur l'humiliation d'une femme et le silence d'une autre. Il n'était pas le fils légitime de Paul Delcourt. Il était le fils de Maria. De cette femme qu'il n'avait jamais regardée autrement que comme un élément du décor, une présence discrète dans les couloirs de sa vie. Il fit un pas vers elle. Puis un autre. L'entainment. Comme si chaque geste réclamait de lui un combat intérieur. Et pour la première fois de sa vie, Victor posa une main sur l'épaule d'un autre être humain, avec tendresse. Une tendresse maladroite, tremblante, mais sincère. Maman. Le mot, prononcé à mi-voix, résonna comme un tremblement dans l'espace. Maria ferma les yeux. Un sanglot monta en elle, irrépressible, violent, libérateur. 8 années à vivre sous le même toit que son propre fils, sans jamais pouvoir l'appeler par son nom. 8 années à se cacher derrière un tablier, à étouffer chaque instinct maternel pour ne pas briser l'équilibre précaire du mensonge. Elle s'effondra contre lui, et il la serra dans ses bras. Forte. Pour la première fois. Comme un fils. Ce jour-là, Victor annula tous ses rendez-vous. Il fit taire son téléphone, ses conseillers, ses ambitions. Il s'assit. Il l'écouta. Il la laissa parler pendant des heures. Maria raconta tout, la peur, l'humiliation, l'exil, la naissance, l'arrachement de son fils qu'on lui avait pris. Puis les années de silence, son retour au manoir, sous un autre nom, sous une autre fonction, simplement pour rester proche de lui. Pour le voir vivre. De loin. Victor découvrit aussi qu'Enzo, ce petit garçon discret qu'il n'avait croisé que quelques fois, était son petit-fils. Son sang. Sa seule famille véritable. 3 mois plus tard, le manoir Delcourt n'était plus le même. Les dorures étaient restées, les lustres brillaient toujours, mais une autre lumière habitait les lieux. Maria n'était plus la bonne. Elle était la maîtresse de maison. Elle marchait la tête haute, recevait les invités, réorganisait les pièces avec assurance. Son nom figurait à présent sur la plaque à l'entrée. Enzo avait une chambre à lui, dans l'aile ouest. Une vraie chambre d'enfant, avec des livres, des jeux, un piano sur lequel il s'essayait timidement. Parfois, Victor l'accompagnait au violon. Il riait. Il se découvrait. Quant à Victor, il avait commencé à réparer. Il avait créé une fondation au nom de Gabriel et Maria, dédiée aux mères en détresse. Il avait cédé une partie de ses parts à un orphelinat international, dans le pays même où il avait été brièvement envoyé enfant. Il avait changé les règles dans son entreprise, réformé la culture de domination héritée de son père. Il avait appris à regarder les autres, à voir, à ressentir. Et un matin, à 7h30 précise, comme tous les jours, il descendit dans la cuisine. Maria l'attendait, un sourire aux lèvres. Elle lui servit son café noir, exactement comme elle l'avait toujours fait. Mais ce jour-là, il le prit de ses mains, doucement, et l'embrassa sur la joue. « Merci, maman. » Tout avait commencé, par une simple voix tremblante, un matin d'été, au pied de l'escalier. « Monsieur, je vous en supplie.
n'allait pas en ville aujourd'hui. Et, contre toute attente, il avait écouté.